Bonjour à tous, aujourd'hui je vais consacrer une vidéo aux différents moteurs Harley-Davidson. Alors ça fait suite à une demande qu'on m'a faite dans les commentaires de je ne sais plus quelle vidéo. L'un d'entre vous me demandait, oui mais alors quelle est la différence entre Knucklehead, Panhead, Shovelhead? Et puis ensuite il me pose la question, qu'est-ce que c'était qu'un Pan Shovel par exemple? Enfin voilà, donc tout ça je vais vous l'expliquer. Donc pour beaucoup d'entre vous ça va être vraiment le b.a-ba, vraiment les bases de l'histoire Harley-Davidson, hein, c'est-à-dire faire la différence des différents moteurs, et justement, plutôt que de me concentrer juste sur Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Evo, machin, je vais aller un tout petit peu plus en profondeur pour traiter le sujet un petit peu, comment dire, un petit peu mieux que si je répondais simplement aux deux questions de l'un d'entre vous. Donc, comme vous le savez tous, ça a commencé donc aux alentours de 1903, 1902, voilà, avec la copie du moteur de Dion Bouton. Donc, on commence en gros vraiment durant la première décennie avec du monocylindre inlet over exhaust, comme ils disent. C'est-à-dire que la soupape d'échappement est latérale, donc il y a effectivement un poussoir qui actionne la soupape latérale pour l'échappement, mais la soupape d'admission qui se trouve au-dessus, donc les deux soupapes sont vraiment l'une au-dessus de l'autre, la soupape d'admission, elle s'ouvre uniquement avec la dépression causée par la course descendante du piston. Donc il y a un ressort à faible tarage qui permet d'ouvrir la soupape d'admission au moment où le piston descend, et ça fait rentrer le mélange gazeux air-essence. Donc voilà, c'est un système relativement simple, mais qui prouve quand même assez rapidement ses limites. Donc lorsque Harley-Davidson lance son premier V-Twin en 1909, hein, ils avaient déjà auparavant, hein, vers 1907, il y avait déjà des V-Twin qui avaient été produits, mais enfin bon, là on est vraiment dans le prototype. En 1909, on est dans le premier V-Twin soi-disant commercialisé. En fait, ils en ont fait, je crois, 27 de mémoire, et ces 27 ont été envoyés à différents concessionnaires qui les ont testés, qui ont trouvé que ce moteur était absolument pas au point. Donc on le retire du catalogue en 1910. Donc en 1910, il y a à nouveau que des monocylindres, toujours le même principe, inlet over exhaust. Et en 1911, on relance donc le moteur V-Twin chez Harley-Davidson, mais cette fois-ci en mode semi-culbuté. Donc semi-culbuté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le principe de la soupape d'admission avec son petit ressort à faible tarage qui s'ouvrait par dépression, on a remplacé ça par un culbuteur, donc un petit rocker, un petit basculeur qui se trouve donc en haut sur la culasse, et qui est actionné par une tige de culbut. Donc semi-culbuté, c'est le principe du moteur qui va être utilisé jusqu'à la fin des années 20. Donc toujours pareil, donc les deux soupapes d'échappement sont latérales, donc comme sur un flathead, hein, exactement le même principe que sur un flathead, et les deux soupapes d'admission sont culbutées. Donc ça, c'est quelque chose donc qui existe jusqu'à la fin des années 20, mais auparavant, en 1919, de 1919 à 23, Harley-Davidson lance le modèle WF, donc c'était le modèle sport solo. Donc ça, c'était une petite parenthèse que Harley-Davidson avait fait. C'est un flat twin, donc c'est un bicylindre à plat, nord-sud, comme certains l'appellent. Donc il y a un cylindre à l'avant, un cylindre à l'arrière, et non pas un à gauche, à droite, comme sur les BMW. Donc voilà, nord-sud, hein, devant, derrière. Donc voilà, ça c'est un modèle qui a connu un petit peu de succès, notamment sur les marchés de l'export, mais pas tellement aux États-Unis. Donc en 1923, on referme cette parenthèse. Entre-temps, en 1922, le V-Twin Harley-Davidson semi-culbuté, qui entre-temps a été construit à des milliers d'exemplaires, hein. Il a notamment envahi l'Europe pendant la Première Guerre mondiale, hein. Les Américains sont entrés en guerre le 16 avril 1917 de mémoire. Donc voilà, ils sont arrivés avec des Harley, des Indian, quelques Excelsior, et donc voilà, c'est un petit peu la vague qui a permis aux Français notamment de découvrir les Harley-Davidson dans leur configuration semi-culbutée 1000 cm3. 1922, on ajoute le 1200 cm3
à cette gamme, donc c'est le modèle JD, et le modèle JD va perdurer comme ça pendant toutes les années 20, si ce n'est qu'en 1928, on ajoute à la gamme le JH en 1000 cm3 et le JDH en 1200 cm3. Et là, ce H qu'on ajoute donc à leur désignation indique que ce sont des moteurs twin cam. Donc il y a plus un seul arbre à cam avec des espèces de basculeurs à lobe là qui agissent sur les différentes soupapes. Il y a deux arbres à cam donc en contact direct avec les soupapes ou les tiges de culbut, donc dans le bas moteur. Donc les twin cam ont existé bien sûr ensuite pendant les années 2000, mais il y avait déjà des twin cam en 1928-29, hein, qui sont aujourd'hui très très recherchés, hors de prix. Hein. Un twin cam c'est 90 000 euros, 100 000 euros, enfin voilà, c'est de cet ordre de prix. Hein. Entre-temps, pendant les années 20, à partir de 1926, Harley a relancé aussi toute une série de petits moteurs monocylindres, donc en flathead, en modèle OHV donc overhead valve, donc modèle culbuté, soupape en tête. Donc il y a eu des cylindrés 350 cm3 au départ, et ensuite, à partir de 1930, il y a eu des 500 cm3. Enfin bon, ça aussi, ce sont des motos relativement rares, donc on n'entre pas dans la grosse production d'Harley-Davidson. Donc en 1929, en revanche, Harley-Davidson se met enfin à la technologie qui était relativement innovante par rapport au semi-culbuté, c'est-à-dire tout simplement le moteur flathead, le moteur à soupape latérale. Le moteur à soupape latérale que Indian avait adopté déjà en 1916 avec la Power Plus. Donc là, sur ce coup-là, Indian était en avance par rapport à Harley, si ce n'est que Indian ensuite est resté fidèle au moteur à soupape latérale jusqu'en 53, et c'est une des causes qui a d'ailleurs entraîné sa chute. Toujours est-il qu'en 1929, le moteur à soupape latérale était vraiment au top de la modernité hein, pour Harley-Davidson. Donc il commence avec le moteur 750 cm3, la série des modèles D, DL et ainsi de suite. Et à partir de 1930, on ajoute aussi, on remplace donc les 1200 semi-culbutés par des 1200 de la série V, donc 1200 flathead de la série V, VL et ainsi de suite. Hein. Il y a toutes sortes de déclinaisons, donc en fonction des cylindrés, des taux de compression, des équipements, de ce genre de choses-là. Hein. Donc c'est pour ça que je parle de série D ou série V et ainsi de suite. Et de la même manière, à partir de 1937, on modernise donc le moteur du 750 Flathead, donc on entame ainsi la série W, donc les fameux WL, WLA, WLC de l'armée, et ainsi de suite. Donc on ajoute une deuxième pompe à huile pour que le circuit ne se fasse plus en aller simple, c'est-à-dire circuit à huile perdue, mais avec une pompe de retour, donc pour que l'huile circule en continu, en aller-retour entre le réservoir d'huile qui se trouve à droite donc du réservoir d'essence et le bas moteur donc de la série WWL. Donc entre-temps, alors il y a la même chose vaut aussi pour les Big Twin. Hein. Donc on lance aussi la série des UL 1200, des ULH 1300. Donc les Big Twin à soupape latérale cohabitent avec les 750 latés et avec les autres Big Twin dont je vous parlerai tout de suite, hein, le Knucklehead, jusqu'en 1948. Voilà. Quant au 750 Harley, lui, il existe sous sa forme moto à deux roues, donc jusqu'en 1952, au moment où il est remplacé donc par le 750K, mais sous sa forme de tricycle, hein, donc de cervicar. On continue à utiliser ce moteur, donc ce moteur de série W, enfin sauf que pour le cervicar il s'appelle G, on l'utilise jusqu'en 1973. D'ailleurs ça sera, petite parenthèse, le cervicar est la première Harley-Davidson à démarreur électrique. Hein. C'est pas l'Electra Glide en 65, c'est bien le cervicar en 64. La première Harley à démarreur électrique. Hein. Si vous posez la question aux gens du milieu Harley, vous leur demandez « Ah tiens, quelle est la première Harley à démarreur électrique ?» Il y en a 9 sur 10 qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est l'Electra Glide en 65. » Non, pas du tout, c'était le cervicar un an avant. Donc, je vous disais, en 1952,
Harley sort donc un nouveau moteur flathead, soupape latérale en 750 cm3, mais avec une boîte compacte, c'est-à-dire moteur, boîte ne forment qu'un seul bloc. Il y a un sélecteur à droite, non pas à gauche, ouais, mais encore à droite. Et donc, c'est un petit peu les prémices du moteur Sportster. Donc, 52, 53, il existe en 750 cm3, et de 54 à 56 inclus, il est en 900, enfin en 883 cm3 exactement. Mais j'ai sauté une étape, j'ai pas parlé de la fameuse année 1948, non, j'ai même pas parlé du Knucklehead, n'importe quoi, je brûle les étapes là. Donc 1936, Harley est sort tout juste de la crise financière, plus exactement octobre ou novembre 1935, on présente le premier moteur Knucklehead, donc le EL61, donc 61 OHV. Ça fait 1000 cm3, hein, 61 cubic inch, on multiplie par 16,3871, voilà, et on se retrouve avec en gros un 1000 cm3. Et donc le Knucklehead, alors pourquoi Knucklehead? Alors c'est pas Harley qui l'a appelé comme ça, hein, ce sont les utilisateurs d'Harley qui ont toujours donné des petits surnoms au moteur, hein, c'était jamais Harley Davidson, même si maintenant tous ces noms sont déposés et protégés par Harley Davidson, à l'époque c'était pas eux qui les avaient inventés. Donc pourquoi Knuckles en anglais, ce sont les articulations, notamment les articulations que nous avons ici. Et quand on regarde donc le point, attendez, j'ai un petit moteur Knucklehead, voilà, j'ai un petit moteur Knucklehead sous forme d'aimant. Donc voilà, si vous regardez ça d'au-dessus, alors en gros, il faut avoir un peu d'imagination, mais ça pourrait ressembler à une culasse de Knucklehead vue du dessus, et ça, une autre, voilà. Le cylindre avant, le cylindre arrière, bon, il faut avoir un peu d'imagination, mais en gros, le Knucklehead ressemblait donc à ceci. Voilà, je le remets. Et, ah bah tiens, ça tombe bien que j'ai ces moteurs ici sous forme d'aimant, parce que ça me permet de vous montrer un peu les différences. Donc 1936, on lance le Knucklehead, donc cylindre culasse en fonte. Au départ, les premières années, les ressorts de soupape, enfin tout ça c'est vraiment à l'air libre, hein, les basculeurs, et puis ensuite on rajoute des petites tôles pour rendre tout ça un peu plus étanche. Ensuite arrive le Panhead. Alors justement, je me déplace pour vous montrer ceci. Donc pourquoi panne? Parce que le cache-culbut du moteur Panhead que voici ressemble à un frying pan, donc une poêle à frire. Donc ça, c'était un modèle que de WWC, que l'Allemagne avait fabriqué il y a je sais plus, une vingtaine d'années au moins, peut-être plus. Donc c'est un véritable cache-culbut de Panhead avec une soupape qui est soudée, un manche en bois. Et donc voilà, ça c'est vraiment la poêle à frire. Ils ont pris Harley Davidson Homo, hein, voilà, tête de poêle. Nous on va fabriquer une poêle avec ça. Donc je m'en suis jamais servi pour faire frire un œuf, mais c'est pas vraiment anti-adhérent comme truc, hein. Donc la différence avec le Panhead qui est lancé donc en 1948, c'est qu'il a des culasses en aluminium, toujours les cylindres en fonte, et des poussoirs hydrauliques. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu moderne. Et puis donc tout le système de basculeur est vraiment sur le haut de la culasse, et tout ça est bouché par justement cette poêle à frire. Donc ça qui vient coiffer comme ça le haut de la culasse, et puis bah, ça rend l'ensemble un peu plus étanche et un peu moins foireux que sur le Knucklehead. Donc je remets ceci. Ensuite, bah, qu'est-ce que nous avons? Nous avons oui, d'abord dans l'ordre chronologique, 1957, le 900KH à soupape latérale est remplacé par le 900 XL, donc le premier Sportster. Donc oui, je dis toujours 900, mais c'est bien 883 hein, en parlant de la cylindrée exacte. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Donc 1957, voilà. Donc 1948, le Panhead. Alors le Panhead, il y a eu des petites améliorations au fil du temps, hein, parce qu'au départ, le graissage des culasses se fait par l'intérieur des cylindres. Donc il y a des conduits d'huile à l'intérieur des cylindres, et à partir de 1963, il y a des conduites extérieures. Et en 1965, donc dernière année du moteur Panhead, c'est aussi la première année du démarreur électrique sur les V-Twin, sur les Big Twin Harley, en tout cas pas les V-Twin, mais les Big Twin Harley.
Donc on passe de 6 volts à 12 volts, on change un petit peu les carters, le carter de distribution est beaucoup plus carré, enfin voilà, non, là on verra pas grand chose, enfin en tout cas, attendez. Oh bah oui, on voit un petit peu là, ça c'est le carter de distribution, la rainurée des premiers panels, et puis ensuite en 65, il est devenu lisse et puis un petit peu plus angulé. Si ce n'est que ça, c'est pas un panel, ça c'est le premier Early Chevrolet de 66. Donc en gros, on reprend, enfin je schématise hein, parce que ils ont modifié même des trucs dans le bas moteur, mais en gros pour schématiser, on reprend le bas moteur du panel et puis on met un haut moteur un peu plus moderne, avec un nouveau système de cache-culbut, donc tout ça c'est de la fonderie d'aluminium. Pourquoi shovel? Parce que, bon alors là il faut avoir vraiment pas mal d'imagination, mais la forme de ces cache-culbuts fait un petit peu penser à une tête de pelle, enfin une pelle qu'on verrait l'arrondi d'une pelle qu'on verrait de face, voilà, bon, faut avoir vraiment de l'imagination. Donc ça, Early Chevrolet de 1966, toujours en 1200 cm3 uniquement, et en 1970, on ajoute donc le Late Shovelhead. Alors, ben, le voici. Donc la différence se situe surtout au niveau du bas moteur. Donc là, on a encore un allumeur à l'avant, là, un petit allumeur avec des vis platinées, machin, à l'avant du carter de distribution. Il y a la génératrice donc qui part normalement d'ici, là, voilà. Ben, le carter de distribution a pour vocation justement, grâce à une cascade de pignons, de faire tourner la génératrice, donc la dynamo. Sur le Late Shovelhead, c'est un alternateur. L'alternateur est directement dans le carter gauche, et donc là, cette fois-ci, les vis platinées, l'allumage se trouve derrière le petit point cover là qui est sur le carter de distribution, qu'en français on appelle le carter nez de cochon. Donc voilà, ça c'est sorti en 1970. Je crois que c'est en 79 qu'ils ont rajouté la cylindrée de 1340. Donc pendant toutes les années 70, toutes les années AMF, le Chevrolet était en cylindrée 1200 cm3. Ils ont rajouté un 1340, donc un 80 cubic inch. Je crois que c'est en 79, hein, il me semble. Et alors pour faire la différence, il suffit de compter les ailettes des cylindres, parce que comme sur les 1340, l'embase était était plus épaisse, on a fait sauter une ailette. Donc je crois qu'il y a 9 ailettes sur les 1340 et 10 ailettes sur les 1200. Voilà. Si un jour vous voyez un Chevrolet quelque part, que vous vous demandez quel cylindre il a, ben vous comptez les ailettes des cylindres et puis voilà, ça vous donnera une indication. Il y a aussi l'appellation pan shovel. Alors moi j'ai horreur de cette appellation. Pour moi ça veut rien dire. Alors parfois les gens parlent de pan shovel en parlant du early shovel, hein, donc le moteur qui a existé chez Harley entre 66 et 69. Mais pour moi, un pan shovel, c'est autre chose. C'est plutôt un bricolage de bas moteur de panhead avec un haut moteur de Chevrolet, tout simplement. Bon, enfin bon, il y en a certains qui appellent ça aussi un pan shovel, mais enfin bon, pour moi, c'est pas très précis, c'est pas très académique comme désignation, j'aime pas ça du tout, quoi. En 84 est sorti le moteur Evo, donc le fameux 1340 Evo. Donc là, cette fois-ci, tout est en aluminium, hein. Il y a plus il y a bien sûr les culasses en aluminium, comme c'était le cas depuis le Panhead et puis jusqu'au Chevrolet, mais cette fois-ci, il y a aussi les cylindres en aluminium. Voilà. Et donc, il y a une série de goujons qui passent à travers tout l'ensemble, hein, vraiment, qui part des culasses et qui descend jusque dans le bas moteur pour bien compresser les cylindres pour que tout ça tienne bien en place, qu'il n'y ait pas de déformation, pas de fuite, rien du tout. Et c'est vraiment le premier moteur, on peut dire, fiable, sans problème, avec plus de puissance, plus de fiabilité. C'est un peu le moteur qui a sauvé Harley-Davidson. Et puis, ce moteur avait déjà été comment dire, le programme en tout cas du moteur Evo avait déjà été mis en place à l'époque où Harley-Davidson appartenait encore au groupe AMF, hein, donc c'était vraiment un projet à très très long terme. Et donc, pour rappel, Harley a racheté son indépendance en juin 81. Donc, Harley a appartenu au groupe AMF de 69 jusqu'en 81. Et donc, c'est en 83, enfin fin 83, qu'est sorti le premier moteur Evo sur le modèle Softail,
qui était un millésime 1984. En 1986, on fait la même chose avec toute la série XL, hein, toute la série Sportster, hein, les fameux 1000 fontes sont remplacés par des 883 à moteur Evolution, tout aluminium. Pendant les 2 premières années, le 883 partage aussi sa gamme avec un 1100, et à partir de 88, je crois, oui, le 1100 c'était 86, 87, et je crois qu'à partir de 88 arrive le 1200 Sportster aussi. Voilà, donc pendant toutes les années le reste des années 80 et pendant toutes les années 90, donc c'est le 1340 Evo Big Twin qui cohabite avec le Sportster 883 et 1200. Et en 99, le moteur Evo est remplacé donc sur les séries Dyna et Touring par le moteur Twin Cam. Donc là, on reprend à nouveau, au lieu d'avoir un seul arbre à cam, il y a à nouveau 2 arbres à cam. Enfin bon, on reprend un peu le système des années 20, mais en nettement plus moderne. Et il faut attendre encore 1 an, donc c'est en 2000 qu'on sort aussi le moteur Twin Cam sur les Softail, parce que comme les Softail n'ont pas de cylindre bloc, sont boulonnés en rigide dans le cadre, et bien pour éviter les vibrations, on ajoute un système de balancier. Donc c'était le Twin Cam B qui est sorti à partir de 2000, donc sur les Softail. Donc le Twin Cam, au départ, a une cylindrée de 1450 cm3, et au fur et à mesure, on augmente les cylindrées. Donc c'est un peu la course à celui qui pisse le plus loin, quoi. Voilà. Donc parce qu'il y a aussi d'autres constructeurs qui évidemment jouent de la grosse cylindrée, hein. Il n'y a pas encore Indian à ce moment-là, mais bon, il y a d'autres constructeurs qui lancent des motos de plus en plus grosses. Donc on commence avec le Twin Cam 1450, ensuite c'est 1584, ensuite c'est 1690. Et ensuite, à partir de 2017, sort le Milwaukee 8, qui remplace donc le Twin Cam. Donc pourquoi 8? Parce que là, cette fois-ci, c'est un moteur 8 soupapes, donc il y a 4 soupapes par culasse. Et puis ben là encore, on commence avec un 1750, 1870, 1920 cm3, 1980 cm3. Il y a même un 131 cubic inch qui est sorti l'année dernière, je crois. Enfin bon, là, on dépasse les 2 litres de cylindrée, ça devient totalement déraisonnable et inutile. Enfin, ça, c'est mon avis perso, hein. Ensuite, je sais qu'il y en a qui rêveraient peut-être d'avoir une Harley de 3000 cm3, enfin bon, ça les regarde. Voilà, donc je suis désolé, j'ai mis 22 minutes à répondre à une question relativement basique. Peut-être que celui qui m'a posé la question est pas plus avancé maintenant qu'avant, hein, parce que finalement j'ai parlé un petit peu de tous les moteurs, enfin tous les moteurs non, je suis loin d'avoir parlé de tous les moteurs. Il y a eu vraiment toutes sortes de digressions chez Harley Davidson, des petits monocylindres, des 2 temps, des machins, le scooter topper, bon il y a eu vraiment beaucoup d'autres choses, mais je parle vraiment des principaux moteurs. Et pour rappel, vraiment ceux dont on parle le plus souvent: Knucklehead 1936-47, Panhead 1948-65, Shovelhead 1966. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Donc Knucklehead 36-47, Panhead 48-65, voilà. Ensuite Shovelhead 66-69 pour le Early Shovelhead à génératrice. Ensuite 70-84 pour le Late Shovelhead. Ensuite 84 Up pour l'évolution. Et le reste, c'est déjà trop moderne pour moi. Voilà, bon, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec tout ça, mais bon, j'ai fait de mon mieux, et de mémoire surtout, parce que à force, je finis par m'embrouiller un petit peu. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas déjà fait, là en dessous quelque part. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi une page Facebook de ma chaîne YouTube. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.